à moi le désert du Sinaï. La route qui le traversait était une étroite bande de goudron d'environ 280 km de long, avec, à mi-chemin, au point appelé Bir Had Salim, un simple poste d'essence et un groupe de cahutes. J'étais très excité à l'idée de traverser une des plus merveilleuses régions à scorpions du monde, et je mourais d'envie de m'arrêter pour en traquer quelques-uns. Je me couvris le crâne de mon casque colonial, et je m'extirpai de ma confortable coquille de Bernard l'Ermite. Il y avait un soleil flamboyant, un immense ciel torride, et dessous, de tous côtés, une grande mer pâle de sable jaune, qui n'était pas tout à fait de ce monde. Après avoir pris une boîte à gaz, mon filet, ma truelle dans le coffre de la Lagonda, je quittai la route et m'engageai sur le sable doux et brûlant, scrutant le moindre trou de scorpion, espérant pour le moins récolter un Opistophthalmus fruisseur. Je ne fus pas long à être récompensé de mon attente. Une superbe femelle Pandinus, et accrochée à son dos, trop beau pour être vrai, grouillant à qui me mieux 14 petits minuscules. Je glissai vivement mon filet sous elle et la soulevai. Elle se débattit, mais sans grand problème, je la transférai dans la boîte à gaz. Quel joyau dans ma collection! Je repris la route enchanté de ma chasse, et il me fallut près d'une heure pour atteindre Bir Had Salim. Le lieu n'avait rien d'engageant. Sur la droite, une unique pompe à essence et une cahute en bois. Sur la gauche, 3 autres cahutes, chacune de la taille d'une petite serre. Je n'aperçus pas âme qui vive. Il était maintenant 2h moins 20, et dans la voiture, le thermomètre atteignait 45 degrés. Je me garai devant la pompe et attendis. Personne ne se montra. J'appuyai sur le klaxon, et les 4 trompes modulées de la Lagonda lancèrent leur merveilleux Sanjian millettré aux 4 coins du désert. Personne ne se montra. J'appuyai de nouveau. Sanjian millettré chantèrent les trompes. La petite phrase de Mozart avait une résonance superbe dans ce cadre. Oui, n'empêche que personne ne se montrait. Oui, les habitants de Bir Had Salim se foutaient éperdument, semble-t-il, de mon ami Don Giovanni et des 1003 pucelles qu'il avait déflorées en Espagne. Enfin, la porte de la cahute s'ouvrit et un homme d'assez grande taille s'encadra sur le seuil. Oh, mon Dieu, quelle horreur! Ah, je n'avais que rarement vu être vivant affligé à ce point. Son visage avait l'aspect rongé, ravagé d'une vieille sculpture sur bois attaquée par les vers. Et je me demandais à le voir de combien d'autres maladies il souffrait, outre la syphilis. Ah, salam alaikum. Oui, fais-moi le plein. Eh ben, remue-toi, je veux de l'essence. Ah, tu veux de l'essence, hein? Oui, s'il te plaît, je te serais très reconnaissant. Mon Dieu, cette haleine fétide qui envahit la voiture. Qui sait combien de milliards de microbes s'y sont engouffrés en même temps. Un peu de whisky des Highlands me désinfectera la bouche. Ça va mieux. Monsieur, l'essence, ça y est. Maintenant, je vérifie l'eau et l'huile. Oui. Encore un petit gobelet pour fêter la prise de ma Pandinus? Serait-ce bien raisonnable? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que cet énergumène peut bien faire? Hé! Oh, tu vas sortir de là? Grand Dieu, ma parole! Il a trouvé un serpent sous le capot de la voiture. Mais je rêve. Mais mon Dieu, dites-moi que je rêve. Mais que ce n'est pas la courroie du ventilateur de ma Lagonda. Mais... Ah, tu vois, monsieur, hein? Elle ne tenait plus que par un fil.
Une chance que je m'en sois aperçu. Mais tu l'as coupé? Coupé? Pourquoi l'aurais-je coupé? Mais je suppose que tu sais que je ne peux pas continuer sans courroie de ventilateur. Eh, si tu repars d'ici 3 minutes, ton radiateur va bouillir. Et alors, dans ce cas, qu'est-ce que tu suggères? Je vais te faire venir une nouvelle courroie. Ah, vraiment? Il y a le téléphone ici. Et si tu es prêt à payer la communication, je téléphonerai à Ismaïlia. Et si à Ismaïlia il n'y en a pas, je téléphonerai au Caire. Il n'y a pas de problème. Pas de problème, tu te fiches de moi, mais... Oui, et quand, selon toi, la courroie arrivera dans cet horrible trou? Un camion postal passe tous les matins à 10 heures. Tu l'auras demain? On ne trouvera pas de courroie de ventilateur pour une voiture de cette marque à Ismaïlia. Il faudra contacter l'agence du Caire. Bon, je téléphonerai moi-même et demanderai qu'on envoie immédiatement une voiture exprès pour me l'apporter. Qui sera disposé à faire 6 heures de route dans un sens et 6 heures dans l'autre pour apporter une courroie de ventilateur jusqu'ici? Écoutez, ça ira aussi vite par le courrier. Montre-moi où est le téléphone. Oh, puis non. Tu sais lire l'anglais? L'anglais, oui. Très bien. Je t'écris le nom de l'agence, le nom de cette voiture, et aussi mon nom. Alors, on me connaît là-bas. Tu leur expliqueras ce qu'il faut qu'ils envoient. Écoute, dis-leur aussi d'envoyer immédiatement un courrier à mes frais. Et s'ils refusent, dis-leur qu'il faut qu'ils fassent parvenir la courroie de ventilateur à Ismaïlia à temps pour que le camion postal la prenne. Compris? Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai eu le garage du Caire. La courroie arrivera demain par le camion postal. Tout est arrangé. Leur as-tu demandé de l'envoyer tout de suite? Ils ont dit impossible. Tu sais, tu peux dormir ici très bien. Ma femme te préparera de la nourriture, mais il faudra que tu payes. Qui d'autre vit ici à part toi et ta femme? Un autre homme. Qui est-ce? Il s'appelle Saleh. Qu'est-ce qu'il fait? Saleh, il aide. Oui, je dormirai dans la voiture. Et il sera inutile que ta femme me prépare de la nourriture, j'ai ce qu'il me faut. Bon, maintenant laisse-moi, je vais me reposer. Où ça? Dans ta voiture? Il y fait moins chaud que dans ta cahute. Ah bon? Lire pour faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est une solution. Et si je mettais le moteur en marche pour foncer droit devant moi? Non, c'est ridicule. Mais qu'est-ce que ce petit point noir qui approche sur la route dans la direction de Jérusalem? C'est pas possible. C'est un mirage. Me voilà frais. Mon pauvre Cornelius, voilà de nouveaux fantasmes. Mais non. Mais je n'ai pas la berlue. En fait, ce point se déplace à une vitesse stupéfiante. C'est peut-être mon sauveur. Oh, mais c'est une Rolls-Royce. Dieu soit loué, quelle satisfaction. Oh non, quelle allégresse. C'est presque la garantie que je recevrai l'aide dont j'ai besoin. J'ai toujours été frappé par la puissante fraternité qui lie les propriétaires d'automobiles très coûteuses. Et en conséquence, où qu'ils aillent, les vrais riches essaieront toujours d'entrer en contact. Au lieu de divaguer sur le syndicat des très riches, je ferais mieux d'aller au-devant du conducteur de cette Rolls. Bonjour. Auriez-vous des ennuis? De sérieux ennuis. Ma courroie a lâché. L'agence du Caire doit m'en faire porter une demain matin. Mon cher, c'est tout simplement navrant.
quelle horrible malchance, ce n'est guère l'endroit pour tomber en panne. Non, n'est-ce pas? Et vous me dites qu'on a commandé une nouvelle courroie de radiateur? Oui, dans la mesure où je peux faire confiance au propriétaire de cet établissement. Omar, tu as fait le nécessaire? Bismillah, oui patron, j'ai fait le nécessaire. Eh bien, on dirait que tout est réglé, mais manifestement, vous ne pourrez pas repartir avant demain matin. Quelle était votre destination? Jérusalem. La perspective de passer la nuit dans ce trou infernal ne me tente guère. Je m'en doute, mon cher monsieur. Ce ne serait pas des plus confortables. Puis-je me permettre de vous faire une proposition? Mais naturellement. J'espère seulement que venant d'un parfait inconnu, vous ne la jugerez pas déplacée. Je vous en prie. Il est impossible que vous restiez ici. Aussi, je vous suggère de rebrousser chemin et de passer la nuit sous mon toit. Vous voulez dire à Ismaïlia? Non, j'habite à 2 pas d'ici. Là-bas, tenez, vous voyez cette montagne? J'habite juste derrière. C'est Magara. Vous voulez dire que vous avez une maison au milieu de tout ce désert? Vous ne me croyez pas? Bien sûr que je vous crois. Rien ne me surprend plus. Sauf peut-être de rencontrer un inconnu au beau milieu du désert et de voir qu'il me traite comme un frère. Votre offre m'accable de confusion. Baliverne, mon cher, mes mobiles sont purement égoïstes. Ce n'est pas tous les jours que l'on trouve des gens de bonne compagnie dans ces parages. La perspective d'avoir quelqu'un à dîner me rend fou de joie. Permettez-moi de me présenter. Abdul-Aziz. Oswald Cornelius. C'est un grand plaisir. Je vis une partie du temps à Beyrouth. J'habite Paris. Ah, charmant. Voulez-vous que nous partions maintenant? Êtes-vous prêt? Mais ma voiture, est-ce prudent de la laisser ici? Ne craignez rien à ce sujet. Omar est un de mes amis. Il n'a pas l'air de grand-chose, le pauvre, mais si vous êtes avec moi, il ne vous laissera pas tomber. Et l'autre, Saleh, c'est un très bon mécanicien. Dès que votre courroie de ventilateur arrivera demain matin, il la montera. Je vais lui dire. Pendant ce temps, je prends une valise dans la Lagonda. Ou, à propos, d'ordinaire, je mets une cravate pour dîner. Naturellement. C'est surtout pour faire plaisir aux dames. Ici commence ma voie privée. Elle fait 8 kilomètres de long. Vous avez même le téléphone? Oui, cela vous étonne? Dans cet endroit, cela a dû être difficile. Difficile, mais impératif. Comment voudriez-vous que je m'occupe de mes affaires? J'ai des bureaux à Beyrouth et à Damas. Et vous savez, le commerce des tapis n'est pas si facile qu'on le pense. Vous aimez les tapis? Évidemment. À Paris, dans ma chambre à coucher, j'ai un superbe Damas du XVIIe siècle. Oh. S'agit-il d'un tapis laine et soie, avec la trame tout entière en soie? Est-ce que le fond est tissé de fils d'or et d'argent? Oui, oui, c'est exactement ça. Oh, mais mon cher, mais c'est un crime de mettre une chose pareille sur un plancher. On n'y marche que pieds nus. Je l'espère. Ah, ce paysage n'est-il pas extraordinaire? Ah oui, fabuleux. C'est ce qui vous a attiré? Cela intrigue tout le monde. Tout le monde? Oui. Si je vis ici, c'est qu'il existe entre le désert et moi une mystérieuse affinité. Trouvez-vous cela si étrange? Non, pas le moins du monde. C'est une des raisons, mais il en existe une autre. Avez-vous de la famille, monsieur Cornelius? Malheureusement pas. Moi, si. Je suis marié et j'ai une fille. Ma femme et ma fille, à mes yeux du moins, sont toutes deux très belles. Ma fille vient d'avoir 18 ans. Elle a fait ses études en Angleterre, dans un excellent pensionnat. Et maintenant, elle passe son temps sans rien faire en attendant d'être en âge de se marier.
cette période d'attente. Que faire d'une belle jeune fille bien trop désirable? Je ne peux la laisser sortir seule. Quand je l'amène à Beyrouth, je vois les hommes rôder autour d'elle comme des loups prêts à fondre sur leur proie. Je refuse de la laisser se faire tripoter par le premier Ahmed ou Ali ou Hamil venu. C'est là l'autre raison qui me pousse à vivre dans ce désert, pour pouvoir protéger ma princesse quelques années de plus, vous me comprenez? Bien évidemment. C'est une sage décision. Vous m'avez bien dit que vous n'aviez pas de famille, monsieur Cornelius. C'est malheureusement vrai. Vous voulez dire que vous n'avez jamais été marié? Ma foi non, jamais. N'avez-vous jamais eu envie de vous marier et d'avoir des enfants? Une fois, juste une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Une seule personne a compté dans ma vie, monsieur Aziz. Et quand elle a disparu... Oh, vous voulez dire qu'elle est morte? Oui. Oh, mon cher ami, je suis désolé. Pardonnez mon indiscrétion. Si. Il est stupéfiant de constater qu'après un événement de ce genre, on en vient à perdre tout intérêt pour les choses de la chair. Sans doute est-ce à cause du choc en retour. On ne s'en remet jamais. Désormais, je roule ma bosse en essayant d'oublier. Ça dure depuis des années. Oui, je comprends. Au prochain virage, nous verrons la maison. Quelle vision fantastique! Oh, du Andersen ou du Grimm? Qu'en pensez-vous? C'est fabuleux. On dirait les châteaux de tous les contes de fées du monde entier réunis en un seul. Oui, c'est exactement ça. Un château de contes de fées. Je l'ai fait construire pour ma princesse, ma fille chérie. Ces fenêtres que vous voyez là, aucun risque que des jeunes garnements viennent les escalader la nuit. J'en suis sûr, oui. C'était une petite oasis autrefois. Oui, je l'ai achetée à l'état. Nous avons tout l'eau nécessaire pour la maison, la piscine et 3 arpents de jardin. Nous franchîmes les grilles, et je dois dire qu'au sortir du désert, il était extraordinaire de pénétrer brusquement dans ce paradis miniature. 2 domestiques attendaient devant la porte. Pourquoi 2 valets seraient-ils sortis s'ils n'avaient attendu l'arrivée de 2 personnes? Tiens, bizarre. M'aurait-on kidnappé pour servir d'invité au dîner? Cette histoire m'amusait beaucoup. Voici qu'une femme s'approchait, son bras nu et souple comme un anaconda blanc, la démarche de Sémiramis, des cheveux noirs comme l'ébène. Oh, chérie, te voilà. Je t'ai amené un invité. Oui, sa voiture est tombée en panne au poste d'essence. Aussi lui ai-je proposé de m'accompagner et de passer la nuit ici. Monsieur Cornelius, ma femme. Quelle excellente idée. C'est très aimable à vous. Vous me voyez confus, madame. Où est Diana? Au bord de la piscine. Monsieur Cornelius, que diriez-vous d'aller piquer une tête? Vous avez dû rôtir tout à l'heure à attendre près de cet horrible poste à essence. Ma foi. Moi, j'y vais. Eh bien, allons-y tous. Nous vous prêterons un maillot. Me permettrez-vous de monter à ma chambre et de vous rejoindre ensuite? Bien évidemment. Abdul vous conduira. Je me retrouvais dans ma chambre, en proie à une intense excitation. Un décor somptueux, 2 femmes éblouissantes, du moins si la fille ressemblait à sa mère. Un mari cerbère, cela me changeait de mes victoires faciles, dont la banalité commençait à me peser. J'abandonnai mes élucubrations et retrouvai mes hôtes à la piscine. Monsieur Cornelius, voici ma fille Diana. Bonjour, monsieur Cornelius. Votre père m'avait vanté votre beauté, mais il restait au-dessous de la vérité. Je comprends qu'il ait fait construire cette merveilleuse demeure uniquement pour que vous y couliez des jours heureux. Je ne vous avais pas menti. Choisissez-vous un maillot dans le vestiaire et plongez dans la piscine pour vous remettre de cette apparition. Surtout que la température constante est de 18 degrés, vous verrez, c'est très tonifiant. Amstramgram, laquelle séduirais-je d'abord?
La fille est évidemment bien plus belle que la mère. Les mêmes yeux veloutés, les mêmes cheveux noirs et la même coupe de visage. Mais ses jambes sont extraordinaires. Indiscutablement plus longues, son corps plus sinueux, plus souple. Une vraie liane. Si seulement elle possédait le même regard de feu que son aîné. Mais pour le moment, le problème n'est pas celui du choix, mais de la technique, voyons. Mon hypnose naturelle doit très bien opérer sur ces regards d'onyx. Je parierais même qu'elle surpasse les plus savants aphrodisiaques. Une petite retraite intérieure avant le dîner me fera le plus grand bien. Mon cher Cornelius, ce soir, tu dois te surpasser. Un petit repos avant le dîner me fera le plus grand bien. Je vous en prie. Disposez de votre temps. Vous êtes ici, chez vous. À 8 heures, nous nous retrouvâmes dans le grand salon. Les deux femmes étaient parées somptueusement, étincelaient de bijoux. Toutes deux portaient des robes du soir largement échancrées et sans manches, qui provenaient sans l'ombre d'un doute de chez un grand couturier de Paris. Mon hôtesse était en noir, sa fille en bleu pâle, et l'odeur de l'enivrant parfum les enveloppait de toutes parts. Quelle beauté, ces deux femmes! L'aînée avait cette légère voussure des épaules que l'on ne voit qu'aux femmes les plus passionnées et les plus expérimentées. Et oui, car de même qu'une cavalière finira par avoir les jambes arquées à force d'enfourcher ses montures, de même, une grande amoureuse se retrouvera avec les épaules curieusement arrondies à force d'étreindre les hommes. Mais si, la fille était encore trop jeune pour être parée de cet étrange attribut, mais le voluptueux satin de sa peau me donnait à chaque instant l'envie de caresser du bout des doigts ses charmantes vertèbres. À 8h30, nous passâmes à table. J'adore les méandres de la vie et je bénis les dieux de l'imprévu qui nous permettent de nous avoir à notre table, mon cher. Vous ne m'en voulez pas, j'espère. Parle-moi du monde, bien au contraire. J'apprécie ce moment privilégié et fort rare dans ce pays. Merci. Comment voulez-vous que je déplore cet incident mécanique qui me permet de jouir de cette atmosphère délicieuse? Et ce, en aussi charmante et élégante compagnie. Vos compliments me vont droit au cœur, Monsieur Cornelius. Moi aussi, surtout qu'en matière d'élégance, j'accepterai volontiers vos conseils. Oh. Votre costume est particulièrement bien coupé. Et votre cravate, je n'ai rarement vu de si sublime. C'est vrai, elle est épatante. Ma fille est une effrontée, mon cher Cornelius. Excusez sa franchise et considérez-la comme la réaction d'une sauvageonne que les traditions anglaises n'ont pas réussi à polir. Ne soyez pas désolé, monsieur Aziz. La remarque de mademoiselle Diana me touche comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Oui, j'attache une grande importance à mes cravates. Et leur choix me donne beaucoup de soucis. Oh, des soucis! Mais pourquoi donc, Monsieur Cornelius? Je vais vous paraître un affreux original, mais la soie dont elles sont tissées est très particulière. Et Sulka, mon tailleur, s'enorgueillit de fabriquer des cravates dans une matière aussi rare et... oui, aussi extraordinaire. De la soie des Indes, je suppose. Pas du tout. Elle provient d'un élevage que je suis seul à posséder en Occident. Une de mes grandes passions. Oh, je vous en prie, Monsieur Cornelius, racontez-nous. Non, ce n'est pas possible, vous seriez horrifié. Oh. Non, vraiment, parlons d'autre chose. De ma collection de cannes, tenez. De ma passion pour les chines. Surtout les vasses bleues de la période chinoise. Ou encore, si vous aimez l'opéra, de Verdi, de Ponchielli. Mon cher, votre nom ne m'était pas étranger, mais je viens de réaliser pourquoi. Vous n'avez pas publié un aide-mémoire sur Donizetti? C'est exact. Sur Verdi et Ponchielli. Et l'histoire de vos cravates, Monsieur Cornelius? Oh oui. Tant pis, vous l'aurez voulu. Je vous avertis que quand je me lance sur ce sujet, je suis intarissable. Je vous en prie. C'est mon sens de l'observation qui m'a conduit à prendre conscience, et ce dans le jardin de ma maison de campagne, que le fil tissé par l'araignée
est supérieur en qualité à celui tissé par les vers à soie. Mais c'est extraordinaire. Comme je vous le disais, le problème est l'extrême difficulté d'élever ces araignées. Oui, il faut une patience incommensurable parce qu'elles croissent et se multiplient approximativement à la même cadence qu'elles s'entre-dévorent. Oh, mais c'est épouvantable. Oh, sérieusement, monsieur Cornelius, vous ne me direz pas que vous élevez des araignées. Je vous avais prévenu, chère madame. J'ai tout simplement installé une serre au fond du jardin. Et je récolte moi-même le fil vierge que j'expédie à Avignon pour le faire dévider, bobiner, dégorger, éteindre. Jamais vous ne me ferez croire que vous aimez les araignées. Mais si, je les adore. Surtout les femelles. Et pourquoi donc? Mais parce qu'en vérité, elles me rappellent certaines femelles de ma connaissance. en fait, elles me rappellent mes femelles favorites. Oh, mais c'est absurde. Oh, absurde, certainement pas. C'est même plutôt insultant. Je ne vois pas en quoi, maman. Allons, ne sois pas si rétro. C'est au fond le plus grand compliment qu'un homme puisse faire à une femme, imagine. N'est-ce pas, mademoiselle? Écoute-moi, si un jour un homme me dit, mademoiselle, vous êtes la plus fabuleuse femelle que j'ai jamais rencontrée, vous pouvez être sûr que rapidement je serai mariée. Diana, pourrais-tu nous épargner semblable réflexion? Mais vous m'avez parfaitement compris, mademoiselle Diana. Je ne saurais faire à personne de plus grand compliment. Savez-vous par exemple que l'araignée femelle devient si sauvage au cours de ses ébats sexuels que le mâle a une chance inouïe lorsqu'il s'en tire vivant? Il faut qu'il soit d'une agilité extrême et d'une ingéniosité fantastique pour ne pas se faire mettre en pièces. Oh, tout de même. Et le maillat femelle, chère madame, le petit maillat femelle, gros comme rien, est capable d'une frénésie amoureuse à ce point redoutable que son amant doit l'enserrer dans tout un fouillis de boucles et de nœuds faits de son propre fil avant de se risquer à l'étreindre. Oh, mais c'est monstrueux. Oh, arrêtez, je vous en prie, monsieur Cornelius. Allons, maman, cela n'a rien d'épouvantable. J'adore la façon dont vous décortiquez la nature, monsieur Cornelius. Vous êtes tout simplement génial. Vous avez d'autres passions? Oh, bien sûr, mille autres. La vie est passionnante, même ses malheurs. Ah, Stendhal avait raison quand il disait que presque tous les malheurs de la vie viennent des fausses idées que nous avons sur ce qui nous arrive. Que voulez-vous dire? Qu'il faut tirer parti de tout. Vous souhaitez un exemple? Si cela ne vous ennuie pas. Eh bien, un petit accident m'a laissé dans l'obligation de prendre une canne pour de longues marches. Et que croyez-vous qu'il me soit arrivé? Je ne sais pas. Eh bien, je me suis passionné pour les cannes. Tiens. Une collection qui prolifère et envahit subrepticement tout mon appartement. Où les trouvez-vous? Aux ventes, chez les antiquaires. Certaines me sont signalées par des rabatteurs, d'autres viennent de chez Christie's lors de successions. Celle de Sibelius, de Toulouse-Lautrec, de Sarah Bernard, de Cézanne, par exemple. Ah oui, elles ont chacune leur histoire. Tenez, celle-ci que j'emmène en voyage, parce qu'elle est souple, légère, solide, élégante. Eh bien, c'est la Tolstoï. Vous voulez dire qu'elle appartenait à Tolstoï? Absolument, faites-moi plaisir, prenez-la. Allez-y. Parfait. Et maintenant, Elle est douce. frottez doucement votre paume sur la poignée qu'a peu illustré la main du grand homme. N'est-ce pas plutôt merveilleux ce simple contact de votre peau avec cette surface? Oui, c'est merveilleux. Essaye, maman. Tu vas me prendre pour une folle, mais je ressens presque le romanesque de cet homme passer par tous les pores de la peau. Oh, c'est incroyable. Je trouve le magnétisme de Monsieur Cornelius fantastique, inoubliable. Je crois d'ailleurs que maman ne me contredira pas. Tu as parfaitement raison, ma chérie. Peut-être que ces sensations que tu viens de décrire sont moins perceptibles pour un homme. Vraisemblablement. Mais cela ne retire rien au talent et au charme de M. Cornelius. Et puis, mon cher, avec cette image d'un homme qui n'accepte pour rien au monde de se laisser posséder, la combinaison rare de votre intelligence... non, ne protestez pas, c'est absolument vrai. Et cet appétit pour les propos libertins et spirituels, vous possédez une recette infaillible auprès des femmes. Je suis confus, enchanté, ému par ce flot de compliments. Ce qui me fascine le plus chez vous, c'est votre curiosité.
Pourtant, c'est souvent un défaut. Particulièrement un défaut de femme. Oh, pas davantage que la gourmandise. À ce propos, j'ai le souvenir d'une anecdote amusante. Oui, où la curiosité et la gourmandise d'une femme m'ont conduit devant les tribunaux. Oh, devant les tribunaux? Mais que vous est-il arrivé? Racontez, monsieur Cornelius, je vous en prie. Merci. Voilà. À votre regard. Merci. Lorsqu'arriva le dessert, les deux femmes fondaient sous mes yeux comme beurre au soleil. Le dîner terminé, nous regagnâmes le salon, nous attendaient le café et le cognac. Plus la soirée s'avançait, plus j'avais la certitude d'avoir bien employé mon temps et que mon bon vieux charme ne m'avait pas trahi. L'une comme l'autre était mûre pour me tomber dans les bras. Ce n'était qu'une question de conjoncture. Le visage de mon hôtesse brillait d'excitation. Ses narines se dilataient, sa bouche s'ouvrait légèrement, révélant le bout d'une langue rose et humide dardée entre les dents. Quant à sa fille, moins hardie mais tout aussi directe, chaque fois que son regard croisait le mien, elle haussait imperceptiblement les sourcils d'une fraction de centimètre, comme pour approuver le projet que mes yeux lui transmettaient. Oh, 11h passées, je crois qu'il est temps d'aller au lit. Venez, mes chéris. Bonne nuit, monsieur Cornelius. Dormez bien, monsieur Cornelius. Bonne nuit, mon cher. Et j'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut. Oui, merci. À demain. Et je me retrouvais seul, songeant à la douche froide, unique moyen à ma connaissance pour apaiser le feu qui m'habitait. Berné, mon pauvre Cornelius. Ah, tu as oublié que ce cher Aziz était syrien. C'est une race avec laquelle il ne faut pas prendre de risques inutiles. J'ignore pourquoi, mais les Grecs, les Bulgares et les Syriens ne se formalisent pas si l'on flirte ouvertement avec leurs femmes, mais s'ils vous surprennent en train de les rejoindre au lit, ils vous tueront sur le champ. Donc, inutile d'errer dans les couloirs. Ah, ce clair de lune qui me nargue. Mais qu'est-ce que c'est? Ma chérie, ma bien-aimée. Ah, je savais bien. Je vous en prie. Pas un mot de plus. Mais c'est extraordinaire. Je vous attendais sans trop oser y croire. Si vous ne m'obéissez pas, je m'enfuis. Mon ange, je serai votre esclave. Je me tairai. Ici, je dois me taire. Sachez simplement que parmi les milliers de femmes que j'ai connues, aucune n'a jamais provoqué en moi des transports d'extase aussi intenses que le fit la dame du Sinaï. Sa dextérité était stupéfiante, sa passion intense, son imagination incroyable. En 2 mots, c'était une grande artiste, un génie. Oui, une seule ombre à ce paradis, je ne savais pas qui le diable m'avait envoyé. À certains moments, j'étais convaincu qu'il s'agissait de l'épouse, puis le rythme changeait, et la mélodie se faisait si enfantine et si innocente que j'en arrivais à jurer qu'il s'agissait de la fille. Ah, affolant de ne pouvoir connaître la réponse. Moi, Oswald Cornelius, anéanti au point de ne plus reconnaître le millésime du cru. Oui, la ruse de l'allumette frottée pour une éventuelle cigarette fut détournée.
Ma diablesse voulait garder l'anonymat. Il ne me restait plus qu'à attendre le petit déjeuner du lendemain matin. Les 1001 détails révélateurs, les marques savamment imprimées à la naissance de son goût l'accuseraient. Ce fut une nuit des plus mémorables, et 4 heures au moins s'écoulèrent avant que cette déesse, me gratifiant d'une ultime et vorace étreinte, ne se faufile hors de la pièce aussi prestement qu'elle y était entrée. Bonjour, mon cher ami. Bonjour. Avez-vous passé une bonne nuit? Excellente, merci. Ah, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Ah. On m'a téléphoné de Beer Road, Salem, il y a 5 minutes, pour m'avertir que le camion postal a apporté votre courroie de ventilateur. Ah. La voiture sera prête dans 1 heure. Aussitôt que vous aurez pris votre petit déjeuner, je vous ramènerai et vous pourrez reprendre votre route. Je vous remercie. C'est si gentil à vous de m'avoir secouru et de m'avoir accueilli avec autant de courtoisie. Oh, nous serons navrés de vous voir partir. Votre visite nous a causé à tous un immense plaisir. Ah, pardonnez-moi, j'ai 1 ou 2 petites choses à terminer, je ne serai pas long. Je vous en prie. J'ai donné l'ordre que l'on prépare votre valise et qu'on la mette dans la voiture. Vous avez largement le temps de finir votre cigarette. Les dames devraient descendre d'1 minute à l'autre. Ah, en voilà déjà une. Tu as toujours raison, mon chéri. Bonjour, monsieur Cornelius. Voilà. Avez-vous bien dormi? J'espère que vous aviez tout ce qu'il vous fallait. J'ai passé une nuit excellente. Vraiment. Bonjour, Merci tout à le vous. monde. Bonjour. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour. Bonjour monsieur Cornelius. Avez-vous passé une nuit supportable? Oh, oui. Merci, mademoiselle. Oh, les garces, elles portent toutes 2 des foulards autour du cou. Elles se sont liguées ma parole. Il faut que je revienne pour éclaircir cette affaire. Que dites-vous, monsieur Cornelius? Je rêvais à cette halte miraculeuse, à laquelle j'ai du mal à m'arracher. La maison vous est ouverte, cher monsieur Cornelius. À votre retour, ne manquez pas de nous rendre une visite. Nous serons enchantés d'apprendre vos nouvelles aventures. Il y avait si longtemps que nous n'avions pas ri d'aussi bon cœur. Mon cher madame, ce sera un immense honneur et un grand bonheur de revenir. Croyez bien que si cela m'est possible, je reviendrai. Êtes-vous prêt, monsieur Cornelius? Oui, tout à fait prêt. Mes hommages, Mrs. Aziz. Des millions de merci. Au revoir, mademoiselle Diana. Des millions de merci, bel ange. Au revoir, monsieur Cornelius. Bon voyage. Pendant le trajet, mon hôte et moi ne cessâmes de bavarder à bâton rompu, et je me fis le plus aimable possible pour décrocher une nouvelle invitation. Alors, qu'en pensez-vous? Ai-je exagéré en vous disant que ma fille était belle? Vous étiez en deçà de la vérité. Elle est d'une beauté affolante. N'est-ce pas? Merci. Donc croyez-moi, je vous félicite. Mais votre femme est tout aussi charmante. En fait, entre elles deux, j'ai bien failli perdre la tête. C'est bien ce que j'ai cru remarquer. Ce sont 2 coquines. C'est fou ce qu'elles adorent flirter. Mais pourquoi m'en formaliserais-je? Il n'y a pas de mal à flirter. Oh, pas le moindre. Je trouve ça gai et amusant. C'est charmant. Votre maison m'a conquis, je ne cesse d'y penser. Ah, je la trouve tout simplement merveilleuse. C'est agréable, n'est-ce pas?
Je suppose pourtant qu'il vous arrive de vous y sentir bien isolé par moments, seuls tous les trois. Ce n'est pas pire qu'ailleurs, vous savez, les gens se sentent seuls où qu'ils soient. Mais nous recevons des visites, vous savez. Vous seriez surpris de savoir le nombre de gens qui passent nous voir de temps à autre. Comme vous, par exemple. Voilà, je ne l'oublierai jamais. Il est rare de nos jours de trouver une affabilité et une hospitalité aussi chaleureuses que les vôtres. Je crois qu'en fait d'amour paternel, je ne connais pas d'exemple plus touchant que le vôtre. Moi? Oui. Avoir fait construire une maison là-bas, à l'écart de tout, et y vivre uniquement par amour de votre fille, pour la protéger. Ah, je trouve ça extraordinaire. Vous croyez? Ah, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de pères qui seraient capables de s'oublier à ce point. Oh, je n'ai pas tout à fait autant de mérite qu'il vous plaît de m'en attribuer, vraiment pas. Non, pour être parfaitement honnête avec vous, cette jolie personne qui est ma fille n'est pas l'unique raison qui me pousse à vivre dans cette solitude sublime. Je le sais. Ah, vraiment? Mais vous me l'avez dit. Vous m'avez expliqué que l'autre raison était le désert. C'est tout à fait exact. Mais il y a en outre une troisième raison. Ah, laquelle? Cette fille que vous avez vue, ce n'est pas mon unique fille. Ah, vraiment? J'en ai aussi une autre de 5 ans, son aînée. Oh, et tout aussi belle, je n'en doute pas. Où vit-elle, à Beyrouth? Non, elle habite la maison. Quelle maison? Pas celle que nous venons de quitter? Si. Mais je ne l'ai pas aperçue. Eh bien, peut-être que non, en effet. Mais pourquoi? Elle a la lèpre. La lèpre? Oh, mais c'est affreux. Oui, je sais, c'est une chose terrible. Et en plus, la pauvre, elle a la pire forme de lèpre qui soit, la lèpre anesthésique. C'est-à-dire? La forme la plus maligne, pratiquement impossible à guérir. Et si seulement il s'agissait de la forme tuberculeuse, alors là, ce serait beaucoup plus facile. Mais ce n'est pas le cas et personne n'y peut rien. Aussi, lorsque quelqu'un nous rend visite, elle ne quitte pas sa chambre au 3e étage. Oh, quel destin épouvantable. Mais cela ne présente pas de danger pour vous, ses proches? Oh non, rassurez-vous, monsieur Cornelius, ce n'est pas contagieux. Ah ben non, je croyais que... Non, justement... Calmez-vous, mon cher, je vous l'assure. Quant à vous, vous n'avez absolument rien à redouter. Non, pour attraper cette maladie, il faudrait avoir eu des contacts très intimes. Vous me comprenez, avec la malade. Ces derniers mots m'atteignirent juste devant le poste à essence. Je descendis de la voiture très lentement et restai en plein soleil. L'arabe au visage ravagé me souriait et il dit... Ça y est, courroie montez maintenant. Tout il est en ordre. Je plongeai la main dans ma poche pour prendre mes cigarettes. Mais ma main tremblait si fort que je lâchai le paquet. Je me baissai pour le ramasser. Puis j'y puisai une cigarette et parvins à l'allumer. Lorsque je relevai les yeux, la Rolls-Royce verte était déjà à 800 mètres de distance. Et s'éloignait rapidement.